Chapitre 7. Les biens de Monsieur Bennet étaient constitués presque entièrement par un domaine qui annuellement rapportait 2000 livres et qui malheureusement pour ses filles était, en l'absence d'héritier mâle, substitué à un lointain parent. Quant à la fortune de leur mère, bien qu'importante pour une personne de sa condition, elle ne pouvait qu'imparfaitement suppléer à l'insuffisance de celle de son mari. Elle était l'enfant d'un avoué de Meryton qui lui avait laissé 4000 livres. Madame Bennet avait une sœur, mariée à un monsieur Phillips, autrefois le clerc de leur père. Il lui avait succédé dans sa fonction. Un frère tenait à Londres un respectable négoce. Le village de Longbourn s'est situé à moins d'une lieue de Meryton, distance des plus commodes pour les jeunes filles, qui étaient habituellement tentées de s'y rendre 3 ou 4 fois par semaine afin de présenter leurs devoirs à leur tante, de même qu'à la boutique d'une modiste juste en face, de l'autre côté de la rue. Les deux Benjamines, Catherine et Lydia, étaient particulièrement assidues dans ces civilités. Elles avaient la tête plus vide que leur sœur, et quand rien de mieux ne leur était proposé, une promenade à Meryton s'avérait nécessaire pour l'amusement de leur matinée et leur conversation du soir. Le pays dans son ensemble ne pouvant susciter que peu de nouvelles, elles s'arrangeaient toujours pour en obtenir de leur tante. À présent, en vérité, elles ne manquaient ni de potin ni de félicité, car un régiment de la milice venait de prendre ses cantonnements dans le voisinage. Il devait y demeurer tout l'hiver, et Meryton était son quartier général. Leur visite à Madame Phillips était désormais source de l'information la plus précieuse. Chaque jour ajoutait à leur connaissance du nom des officiers et de leur famille. Les logements qu'ils avaient trouvés ne restèrent pas longtemps secrets et ils finirent par lier connaissance avec les officiers eux-mêmes. Monsieur Phillips les visitait tous, ce qui découvrit à ses nièces des bonheurs insoupçonnés. Ces officiers furent au centre de toute leur conversation. La grande fortune de monsieur Bingley, dont la seule mention faisait briller le regard de leur mère, perdit tout intérêt à leurs yeux en compagnie du bel uniforme d'un enseigne porte-drapeau. Ayant entendu un matin le flot de paroles que ce sujet occasionnait, monsieur Bennet fit remarquer avec froideur: si j'en juge d'après votre conversation, vous devez être deux des filles les plus sottes du pays. Voilà quelque temps que je m'en doutais, maintenant mon opinion est faite. Catherine perdit contenance et ne trouva rien à répondre, mais Lydia, maintenant un air de parfaite indifférence, continua d'exprimer l'admiration qu'elle ressentait pour le capitaine Carter et son espoir de le croiser dans le courant de la journée, avant son départ pour Londres le lendemain matin. « Vous me surprenez, mon ami, dit Madame Bennet, à vouloir toujours considérer vos filles comme des sottes. S'il me prenait envie de penser du mal des enfants de quelqu'un, je prendrais soin d'exclure les miens de ce dénigrement. Si mes enfants sont stupides, j'espère pouvoir toujours m'en rendre compte. Peut-être, mais il se trouve qu'ils sont tous très intelligents. C'est le seul point, je me flatte, sur lequel nous sommes d'un avis différent. J'avais nourri l'espoir que nous serions d'accord sur tout, mais il me faut me séparer de vous sur cet article. Je trouve nos deux Benjamines remarquablement bornées. Mon cher monsieur Bennet, vous ne devez pas vous attendre à ce que des jeunes filles comme elles puissent prétendre à un aussi bon jugement que celui de leur père et de leur mère. Quand elles auront notre âge, il est probable qu'elles n'auront pas plus que nous de pensée pour les officiers. Mais je me souviens d'un temps où moi-même j'étais très sensible au charme d'un habit rouge, et au fond de mon cœur, rien n'a vraiment changé. À supposer qu'un jeune colonel tout pimpant, avec 5 ou 6 000 livres de rente, vienne me demander une de mes filles, je ne lui dirai pas non. L'autre soir, chez Sir William, j'ai trouvé que le colonel Forster avait fière allure dans son bel uniforme. « Maman, s'écria Lydia, ma tante dit que le colonel Forster et le capitaine Carter ne vont plus aussi souvent chez mademoiselle Watson qu'au début. Elle les voit très souvent maintenant à la bibliothèque de Clark. » Madame Bennet fut empêchée de réagir à cela par l'arrivée de son laquais. Il avait un billet pour mademoiselle Bennet, qui provenait de Netherfield. Le
domestique envoyé attendait une réponse. Les yeux de Madame Bennet brillèrent de plaisir, et tandis que sa fille lisait, elle lança. « Alors, Jane, de qui est-ce? De quoi est-il question? Que dit-il? Allons, Jane, vite, tiens-nous au courant. Vite, ma chérie. » « C'est de Mademoiselle Bingley, » dit Jane, et elle se mit à lire à haute voix. « Ma chère amie, si vous n'avez pas suffisamment pitié de Louisa et de moi pour accepter de dîner avec nous aujourd'hui, nous courons le risque de nous détester l'une l'autre tout le restant de nos vies, car un tête-à-tête d'une journée entière entre deux femmes ne se termine jamais sans une dispute. Venez dès que possible après réception de la présente lettre. Mon frère et les deux messieurs doivent dîner avec les officiers. Votre fidèle Caroline Bingley. » « Avec les officiers, s'écria Lydia. Je suis étonnée que ma tante ne nous en ait rien dit. »« Ils dînent dehors, se lamenta Madame Bennet. Ce n'est vraiment pas de chance. »« Puis-je avoir la voiture ? Demanda Jane. »« Non, ma chérie, dit sa mère. Tu ferais mieux d'y aller à cheval. La pluie menace. Comme cela, s'il pleut, tu seras obligée de rester à coucher. »« Ce serait un plan bien agencé, fit remarquer Elisabeth, si vous aviez l'assurance qu'il ne proposerait pas de la reconduire. »« Oh, les messieurs ont dû prendre la calèche de M. Bingley pour aller à Meryton, et les Hurst n'ont pas de chevaux à atteler à le leur. »« Je préférerais de beaucoup y aller en voiture, dit Jane. Mais ma chérie, ton père ne peut se passer des chevaux, cela ne fait aucun doute. On en a besoin à la ferme, n'est-ce pas, M. Bennet? On en a besoin à la ferme beaucoup plus souvent qu'il m'est possible d'en disposer. Si vous vous en servez aujourd'hui, mon père, glissa Elisabeth, ma mère va obtenir ce qu'elle cherche. Elle finit par lui arracher l'assurance que les chevaux n'étaient pas disponibles. Jane fut donc contrainte de prendre le sien. Sa mère l'accompagna jusqu'à la porte en répétant gaiement que l'on devait s'attendre à une vilaine journée. Ses espoirs ne furent pas déçus. Jane n'était pas depuis longtemps partie, qu'il se mit à pleuvoir à verse. Ses sœurs s'inquiétèrent, mais sa mère était ravie. La pluie ne cessa pas de toute la soirée. Il serait à coup sûr impossible à Jane de rentrer à la maison. « Quelle bonne idée j'ai eue là !» s'exclama Madame Bennet à maintes reprises, comme si tout le mérite lui revenait du déclenchement du déluge. Il lui fallut pourtant attendre le lendemain matin pour mesurer tout le succès de son plan. À peine avait-on fini de prendre le petit déjeuner qu'un domestique de Netherfield apporta pour Elisabeth le billet suivant. « Très chère Lizzie, je me sens fort mal ce matin et suppose que cela est dû à la pluie d'hier qui m'a trempée jusqu'aux os. Mes bons amis refusent de me laisser partir avant que mon état s'améliore. Ils veulent aussi que je voie M. Jones. Donc, ne te tracasse pas si tu entends dire qu'il a été appelé pour moi. Mis à part ma gorge qui est irritée et la migraine, je n'ai pas grand-chose. Ta sœur, etc. » « Eh bien, ma chère amie, conclut M. Bennet, quand Elisabeth eut achevé de lire pour le bénéfice de tous, si votre fille tombait dangereusement malade, si elle venait à mourir, ce serait un réconfort de savoir que tout était fait dans le dessein de captiver M. Bingley en conformité avec vos instructions. Oh, mais je ne crains pas du tout qu'elle meure. On ne succombe pas à un petit refroidissement sans importance. Ils prendront grand soin d'elle. Tant qu'elle reste là-bas, tout est pour le mieux. J'irais volontiers la voir si je pouvais disposer de la voiture. » Elisabeth, dont l'anxiété était réelle, avait décidé de se rendre auprès de sa sœur, malgré l'impossibilité de se transporter. Et comme elle n'était pas bonne cavalière, il ne leur restait plus qu'à y aller à pied. Elle déclara que telle était son intention. Sa mère se récria. « Comment peux-tu être aussi sotte? Quelle idée avec toute cette boue! Tu ne seras pas belle à voir à ton arrivée. » « Je serai assez présentable pour voir Jane, et c'est tout ce qui compte. »« Dis-tu cela, Lizzie ?» intervint son père, « pour que je fasse atteler. »« Non, pas du tout. Je ne cherche pas à éviter de marcher. La distance n'est rien lorsqu'on obéit à un motif. Il ne s'agit que d'une lieue. Je serai de retour pour le dîner. »« J'admire l'activité à laquelle te conduit ton désir de bien faire, » fit observer Marie. « Mais les impulsions de nos sentiments doivent se laisser guider par la raison, et à mon sens, les efforts que nous consentons doivent toujours être proportionnés à ce que les circonstances réclament. Nous allons tous t'accompagner jusqu'à Meryton, proposèrent Catherine et Lydia. Elisabeth accepta leur offre, et les trois jeunes filles partirent de conserve. « Si nous nous dépêchons, dit Lydia, chemin faisant, peut-être aurons-nous la chance d'apercevoir le capitaine Carter avant qu'il ne parte. »
Une fois à Meriton, elles se séparèrent. Les deux Benjamin gagnèrent le logement de l'une des femmes d'officier, tandis qu'Elisabeth poursuivait seule son chemin, traversant prés et champs à vive allure, escaladant les échaliers et sautant par-dessus les flaques dans l'impatience d'être vite arrivée. Elle finit par apercevoir la maison. Ses chevilles brûlaient, ses bas étaient crottés et ses joues luisaient de tant d'exercice. On la fit entrer dans la petite salle à manger, où tout le monde excepté Jane était réuni à déjeuner, et où son apparition créa une vive surprise. Qu'elle eût pu faire toute une lieue à pied, si tôt le matin, par un temps aussi exécrable, et seule, pour Madame Hurst et Mademoiselle Bingley, passait presque l'entendement. Elisabeth sentit qu'elle s'était attiré leur mépris. Cela ne les empêcha pas de l'accueillir très poliment. Dans l'accueil de leur frère, il y eut davantage que de la politesse, de l'enjouement et de l'affabilité. Monsieur Darcy dit très peu de choses, Monsieur Hurst ne dit rien. Le premier était divisé entre son admiration pour l'éclat que l'exercice avait donné au teint de la jeune fille et ses réserves quant à la nécessité de faire tout ce chemin toute seule. Le second ne pensait qu'à son déjeuner. Les questions qu'Elisabeth posa sur l'état de santé de sa sœur ne donnèrent pas lieu à des réponses très rassurantes. Mademoiselle Bennet avait mal dormi, et bien qu'elle fût debout, souffrait d'une forte fièvre. Son état ne lui permettait pas de quitter la chambre. Elisabeth fut heureuse de pouvoir être conduite aussitôt auprès d'elle. Jane, que seule la crainte d'alarmer ou de gêner avait empêché de dire dans son billet combien elle souhaitait pareille visite, fut enchantée de la voir paraître. Elle n'était pas en mesure toutefois de soutenir une longue conversation, et quand mademoiselle Bingley les eut laissés seuls, fut incapable d'exprimer autre chose que sa gratitude pour les bontés extraordinaires dont elle était l'objet. Elisabeth l'écouta en silence. Le petit déjeuner fini, les deux sœurs de Bingley les rejoignirent, et Elisabeth elle-même se mit à éprouver de la sympathie à leur égard devant l'affection et la sollicitude qu'elle témoignait à Jane. L'apothicaire vint, ayant examiné la patiente, déclara, comme on aurait pu s'y attendre, qu'elle était victime d'un grave refroidissement et qu'il allait tâcher de venir à bout de ce mal. Il lui conseilla de se remettre au lit et promit de lui apporter des potions. Son conseil fut suivi sans réticence, car les symptômes de la fièvre allaient croissant et le mal de tête était insupportable. Elisabeth ne quitta pas la pièce un seul instant, et les autres dames ne s'absentèrent que rarement. Les messieurs étant sortis, rien en réalité ne les appelait ailleurs. Lorsque 3 heures sonnèrent, Elisabeth se sentit dans l'obligation de partir et à contre-cœur annonça qu'elle s'en allait. Mademoiselle Bingley lui proposa la voiture, et il ne manquait plus qu'un peu d'insistance de sa part pour qu'elle acceptât, quand Jane manifesta tant de chagrin à l'idée de la séparation que l'offre de la calèche dut être convertie en une invitation à rester à Netherfield pour le moment. Elisabeth y consentit avec beaucoup de gratitude, et l'on dépêcha un domestique à Longbourn pour prévenir la famille de son séjour et ramener les vêtements dont il était besoin. Fin du chapitre 7.